Salut, c'est Adrienne Abito et comme d'habitude, je suis là pour vous parler de Nesty. Donc aujourd'hui, le post que j'ai fait est sur le fait que nous sommes 8 milliards de discriminés. Pour moi, quand on commence à se demander c'est quoi le pouvoir en fait, on réalise que la plupart d'entre nous, on est soumis à des contraintes qui nous font nous sentir mal. Donc les questions que j'ai envie qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel est le mal qu'il faut prendre en compte en termes de mal-être, comment distinguer un oppressé d'un oppresseur, et que faire, bien sûr, pour briser le cercle vicieux de l'oppression. Donc ces trois questions sont là pour nous aider à faire ça. Je ne sais pas si vous avez en tête des fois cette phrase, mais moi j'ai toujours cette phrase à l'école quand la maîtresse vous accuse de quelque chose. Ah, c'est pas moi, c'est toi qui as commencé, c'est l'autre qui a commencé. On a cette tendance souvent à rejeter la faute sur l'autre en fait. Mais bon, ceux qui me connaissent savent très bien que je suis toujours en train de me poser un tas de questions. Donc voilà, je partage avec vous un petit article, un petit essai que j'avais écrit en juillet 2015 afin de réfléchir à nos comportements quotidiens. Et en particulier, ce jour-là, je voulais réfléchir à la discrimination quasi automatique, c'est-à-dire que inconsciente, tellement elle va vite dans nos têtes, qu'on fait de notre propre mal-être, de nos propres sentiments et de ceux des autres. De nos sentiments, en particulier les sentiments tristes, les sentiments qu'on qualifie de négatifs. Et votre avis m'intéresse vraiment, alors j'espère que vous me le donnerez et j'hésiterai pas à vous le dire s'il me met mal à l'aise. Et j'espère que vous aussi vous me le direz si ce que je dis ou écris vous met mal à l'aise, de manière à ce qu'on puisse essayer de tester cette méthode qui nous permettra de gérer la chose sans pour autant se taper les uns sur les autres. Alors, quand j'ai écrit cet article, j'ai eu des petites phrases comme ça qui me sont revenues. Maîtresse, je suis offensée que Rachida ne respecte pas la laïcité parce qu'elle porte un voile. Papa, je suis offensée parce que tu cries sur moi. Kevin, je suis offensée parce que tu penses que l'Occident est la meilleure, l'entité dominante, la meilleure des cultures. Adriana, je suis offensée que tu m'aies crié dessus. Ça, c'est des choses qu'on m'a dit. Adriana, je suis offensée que tu ne m'aies pas prévenue avant que Judith ou telle personne sera là aussi. C'est à toi de me le dire. Tu aurais dû me le dire, je ne suis pas content. Donc, dans toutes ces situations, la personne qui parle, elle est offensée et elle ressent un mal-être. Elle ressent de l'inconfort, quelque chose de désagréable pour elle. Kerry James, dont on a un peu entendu la musique au début, chante dans ce titre-là, Pleure en silence, comment personne en fait n'a le monopole de la souffrance. On souffre tous en silence quelque part. Et ce qui est intéressant rien que dans le titre, c'est cette idée de pleurer en silence. Vous savez que moi j'ai quelque chose avec le silence, l'honnêteté et parler ouvertement des choses, donc forcément. Donc, en bref, c'est ce sentiment désagréable que je définis ici comme une oppression. Et l'oppresseur, c'est la personne qui va déclencher le sentiment, et l'oppressé, c'est la personne qui va ressentir le sentiment. Alors, c'est qui a commencé? Comment on pourrait définir de manière juste qui a tort et qui a raison? Donc, première chose, comment reconnaître une oppression non classique, une oppression dont on ne se dit pas directement « Ah, ça, c'est une oppression, quoi ». Selon moi, il faudrait commencer par définir plus clairement les choses, déjà. Premièrement, l'oppressé. Comment on sait qui est l'oppressé? Un oppressé, en général, ça va être la première personne à dire « Ça m'oppresse, j'ai mal, j'aime pas, j'ai pas envie ». Ou simplement « Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, j'aime pas quand tu fais ça ». Ou des choses comme ça. Un oppressé, c'est surtout une personne qui veut juste arrêter de souffrir. Elle veut juste arrêter de ressentir ce truc désagréable et elle ne veut rien imposer à l'autre, si ce n'est qu'il arrête de faire ce qui lui fait mal. Et un oppressé, en général, est une personne qui est en position de faiblesse. Donc ce que j'entends par position de faiblesse, c'est une personne qui va avoir une intersectionnalité plus grande que l'autre personne. Alors vous vous rappelez, Honesty, c'est autour de la paix, du Kaizen, de l'intersectionnalité et de la réflexion.
Donc voilà, et de l'honnêteté, bien sûr. Donc cette notion d'intersectionnalité, là, vous avez un lien en bleu dans l'article. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir une définition pour l'intersectionnalité. Mais en gros, c'est le fait qu'il y a plusieurs groupes qui sont historiquement opprimés, comme voilà, les Noirs, les femmes, les handicapés, les homosexuels, et que certains d'entre nous accumulent un peu. Donc en général, l'oppressé aura une position de faiblesse, qui n'est pas seulement liée à ces groupes noirs, handicapés ou quoi, mais si c'est moi qui suis chez toi, ou l'agisme, si je suis plus jeune que toi, ou si en général je suis quelqu'un de plus calme. Vraiment, l'intersectionnalité, si on regarde très loin, ça ramène juste au fait qu'on est tous différents et qu'on est tous une multitude de cultures. C'est pour ça que je parle de 8 milliards d'oppressés. Donc, en général, donc l'oppressé, il aura une plus grande capacité à se remettre en question aussi. Moi, je pense qu'avec l'oppression vient aussi une capacité à se remettre en question. Parce qu'il faut l'accepter, cette oppression, et continuer de la subir malgré tout. Et beaucoup d'oppressés choisissent justement de continuer de subir l'oppression en silence, comme nous le dit Kerry James, car il arrive souvent que consciemment ou pas, on pense mériter d'être traité de cette manière, on pense mériter de ressentir ce qu'on ressent et on se dit c'est pas très grave. Alors ma petite traduction personnelle de toute cette petite partie, c'est la question qui me vient, c'est est-ce qu'on mérite donc de pleurer en silence comme ça? Est-ce que tous, nous tous, les 8 milliards d'êtres humains qu'on est, on mérite tous de pleurer en silence? Donc comme je le disais, en général, un oppressé, il est silencieux et il estime que la situation est normale et il s'en veut de ressentir de la gêne pour si peu. Un oppressé, en général, a tendance à le culpabiliser. Alors ensuite vient l'oppresseur. Un oppresseur, en général, c'est la personne qui va répondre « Non, c'est pas moi le problème, c'est plutôt toi le problème ». C'est pas une personne qui va se remettre en question. Un oppresseur, en général, veut juste obtenir ce que lui veut et abuse de sa position de force, utilise son privilège, parce qu'on a tous des privilèges, mais non pas pour faire des choses justes, il utilise son privilège pour asseoir son pouvoir physique, psychologique, sentimental ou émotionnel. Tu dois faire ceci ou cela pour moi, juste parce que je le mérite. Il pense mériter que les autres souffrent pour lui, pour que lui ne souffre pas. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel va être, selon moi, quand j'analyse mes interactions. C'est ce que j'ai vu quand il y avait une position d'oppresseur. Quand moi-même j'étais dans une position d'oppresseur, c'est comme ça que je pensais. Et c'est ce que je vois aussi chez les gens que je vois parfois en position d'oppresseur. Donc l'oppresseur, en général, a une plus petite capacité à se remettre en question pour accepter qu'il a fait du tort à l'autre, en fait. En général, il arrive que plus souvent que consciemment ou non, quand on est en position d'oppresseur, on se sent omniscient. On croit qu'on sait tout, qu'on a tout compris, qu'on n'a pas à se mettre à la place de l'autre parce que l'autre, on l'a déjà tout compris et il a tort. En général, on ne se dit pas peut-être que je ne le comprends pas, peut-être que je ne l'entends pas bien, il faut que je l'écoute. Donc voilà. Donc en général, un oppresseur qui s'exprime et qui exprime ouvertement son expression va estimer clairement qu'il est totalement dans son droit, que la résistance ou le mal-être de l'autre est complètement anormal et il se félicite d'être resté sur sa position. Un oppresseur, il a plutôt tendance à justifier ses actes ou à se les justifier à lui-même. Donc voilà. Donc déjà, quand on commence à penser oppressé, oppresseur, moi la question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'on a vraiment un objectif en tête quand on échange les uns avec les autres? Parce que moi aujourd'hui que je me suis placée grâce à Honesty et à l'idée que Honesty devait aboutir à de la paix, je sais que dans tout ce que je fais, mon objectif c'est la paix. Moi il y a des fois où je suis énervée, il y a certains posts sur ce blog qui se terminent par à bonne honnêteté, salut. Là c'est quand je suis fâchée, quoi. Là c'est quand je suis pas contente. Alors moi il y a des moments où je suis pas contente et je me mets voilà, à crier ou à dire que je suis pas contente. Mais aujourd'hui, cette colère-là ne me fait plus culpabiliser parce que je garde en tête mon objectif qui est que je vais utiliser ma colère au service de la justice pour la paix. Et je ne vais pas utiliser ma colère justement pour oppresser. Alors, justement, les positions d'oppresseur et d'oppressé, moi je pense qu'elles sont souvent confondues car en général, on oscille de l'un à l'autre. Alors comment on fait pour reconnaître cette oscillation entre oppresseur et oppressé? Le cycle auquel moi je suis personnellement soumise, c'est celui-là. Alors première étape, je ressens un mal-être, une oppression, mais je me convainc moi-même, inconsciemment,
que je dois la supporter, que c'est normal, que je la mérite, que c'est comme ça, que c'est la vie. Ça, c'est des phrases aussi qu'on entend souvent. Bah, mon travail, j'aime pas, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Voilà, quand je parlais des micro-agressions, par exemple, ça, c'est une phrase classique. Donc ensuite, ce qui se passe, puisque j'accepte ce que je ressens et que je ne cherche pas à l'analyser plus, c'est que bah, le truc, l'oppression, elle continue d'agir et de grandir en moi, même si ça peut prendre des années parfois, mais ça grandit petit à petit, jusqu'à ce qu'en fait, j'en puisse plus et que je passe à l'étape 3 qui est j'explose. J'explose, je m'énerve et là, j'utilise ma force, j'utilise ma colère ou quelles que soient les méthodes que les oppresseurs utilisent souvent, je vais utiliser ces méthodes-là pour m'imposer sur la personne qui, au début, m'avait oppressée, ou sur la chose qui m'a soi-disant oppressée, ou supposément oppressée, afin qu'elle s'arrête. Et donc, en conséquence, et à ce moment précis, et non pas avant, c'est bien un rapport de cause à effet, à ce moment précis, les rôles s'inversent, et éventuellement, je deviens l'oppresseur, et l'autre, si c'est l'autre qui m'a oppressé là tout de suite, devient tout d'un coup l'oppressé. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand ça se passe comme ça, eh ben, tous les deux, on finit par défendre nos positions d'oppressés et on ne s'écoute plus. Donc ça, c'est une dispute. Les 5 étapes que je viens de décrire, c'est ce qui se passe en général quand on a une dispute. Mais, ce que j'ai aussi réalisé, c'est qu'en général, ça ne se passe pas aussi rapidement et ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'en général, on arrive à l'étape 3. Le passage entre l'étape 2 et l'étape 3 est plus long. Donc l'oppression, elle grandit en nous, mais ça prend des jours, des mois, des années même parfois. Et c'est ensuite qu'on devient soudainement, entre guillemets, agressif ou oppressant. Donc en général, le vrai cycle, c'est étape 3, je garde la colère en moi inconsciemment pendant des jours, des mois, voire des années. Étape 4, je vais me défouler sur plus faible que moi, très souvent inconsciemment. Alors quand je dis plus faible que moi, ça peut être mes enfants, parce qu'ils sont plus jeunes que moi, donc ça c'est de l'agisme. Ça peut être une personne qui est tout simplement plus calme, et dont je sais qu'elle ne va pas répondre. Ça peut être ma femme quand je suis un homme. Ça peut être quelqu'un qui d'une façon générale va être en dessous de moi sur l'échelle de la hiérarchie implicite dans laquelle la société nous met, la socialisation. Voilà, toujours cette notion d'intersectionnalité. Et du coup, en faisant ça, moi-même, je deviens un nouvel oppresseur, en fait. Et je crée un nouvel oppressé. Voilà. Donc, vous voyez, dans tous ces mécanismes-là, la notion d'oppresseur et d'oppressé va toujours ensemble. Donc, moi, j'ai été oppressée. Je n'ai pas su lire ça assez tôt. Donc, c'est monté en moi. Ça explose et je finis par le mettre sur quelqu'un de plus fort que moi. Plus faible, que moi. Et à ce moment-là, je crée un nouvel oppressé. Et moi, je deviens un nouvel oppresseur. Et je crois que toutes les discriminations, et en particulier les agressions gratuites, les micro-agressions, fonctionnent de cette manière. Alors avec nos rythmes de vie hyper speed, évidemment, on n'a pas le temps de s'écouter, d'écouter à l'intérieur de soi pendant des heures et des heures. Déjà, on ne s'écoute pas les uns les autres, mais encore pire, on ne s'écoute pas soi-même. Et en général, l'oscillation, elle finit par devenir un cercle vicieux interminable et qui devient en fait naturel et complètement adopté dans les normes sociales inconscientes dans lesquelles on vit tous les jours. Donc notre socialisation maintenant inclut ces micro-agressions. C'est comme ça que les micro-agressions naissent, dans tous les sens. Donc la question là que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez les choses qu'il y a autour de vous ? Est-ce que vous écoutez les autres ? Mais surtout, est-ce que vous vous écoutez vous-même ? Parce qu'il faut se poser cette question, parce qu'elle permet aussi de répondre à la question comment faire pour arrêter de tomber dans le piège à chaque fois. Selon moi, le point 3, ce qu'on peut faire pour sortir de ce cercle vicieux, je crois qu'il s'agit de briser le cycle dès l'étape numéro 1, dès l'étape où on commence à ressentir un mal-être. Et je pense que c'est chacun de nous personnellement qui doit apprendre à lire ce mal-être en lui-même et ne pas le laisser monter au point où il explose et où il est hors de contrôle. Donc ça, c'est pareil, vous avez un lien sur l'article. C'est une ligne qui apparaît donc en bleu. Vous cliquez dessus et ça va vous amener à un autre article où je parle de la connaissance de soi, comment apprendre, enfin, peut-être pas comment apprendre à se réécouter, mais pour le moment, l'article est sur qui je suis, en fait. Voilà.
Donc moi, la méthode que j'applique aujourd'hui pour briser le cercle vicieux, elle commence avec un point 1. Apprendre à reconnaître et valider les sentiments d'oppression. Tout sentiment de malaise, aussi petit soit-il, je pense qu'il doit être écouté et analysé par soi-même pour apprendre à se connaître et à se comprendre, plutôt de continuellement nier l'évidence qui se passe en nous-mêmes, quoi. Nier qu'on va pas bien, nier que ça nous énerve, nier que qu'on est un peu vexé, nier que voilà. Et une fois que cette analyse elle a été faite, on peut plus facilement et plus sereinement décider si en fait on veut rester dans cette situation-là qui nous gêne, ou si on veut réparer le tir directement, ou si on veut tout simplement s'éclipser de la situation avant de justement péter les plombs ou d'accumuler trop de mal-être. Et je pense que c'est important de noter que dans mon cas, s'éclipser, ça peut vouloir dire, ça veut surtout dire sortir de la situation pour un temps donné. Ça veut pas dire je te parlerai plus jamais. Ça veut dire voilà, je vais prendre 1 minute, 1 heure, un jour ou peut-être même une décennie. Il n'y a pas à juger le temps que ça prendra. Je vais prendre le temps qu'il faut pour analyser mon propre ressenti avant de continuer cette interaction, avant de continuer dans ce sens-là. Et ça marche que ce soit au niveau personnel, professionnel, une interaction avec une personne ou une interaction avec tout un groupe ou toute une communauté ou un boulot qu'on fait. Est-ce que j'ai envie de faire ce boulot? Est-ce que j'ai envie de prendre une année sabbatique pour me demander voilà, pourquoi le boulot il m'oppresse? Est-ce que j'ai envie de continuer? Ça s'applique vraiment à tout. Donc ça, c'est déjà l'étape 1 qui est déjà super difficile. Ça, c'est mon étape 0, être honnête avec moi-même. Réaliser que ça ne va pas et se dire je vais prendre le temps de vraiment analyser mon mal-être, quoi. Ensuite, deuxièmement, éventuellement, sur le moment, pour pouvoir justement se sortir de la situation, exprimer calmement mais fermement le sentiment de malaise qu'on est là, sans obligation de se justifier. Une phrase qui peut être utilisée, par exemple, c'est « Je suis désolée, mais là, la situation, elle me met mal à l'aise. » Voilà. Là, le mal-être, il a été exprimé. Maintenant, il n'en tient qu'à l'autre personne de dire « Ah mince, t'as un malaise, je vais t'aider à le gérer ou à continuer le malaise. » Et là, moi, si la personne continue d'appuyer sur mes boutons, là, je quitte la situation de façon pacifique. Donc, j'ai dit ma phrase « Je suis désolée, ça me met mal à l'aise. » Tu continues à dire quelque chose qui m'oppresse, je te dis « Ok, on se voit plus tard. » Et là, je pars. Donc, en quittant la situation d'oppression, si nécessaire, « Excuse-moi, j'ai besoin d'un petit moment et je pars. » Ou si j'ai même pas envie de passer par l'étape où je dis que je suis mal à l'aise ou quoi, j'ai juste envie de partir. Ah, oups, j'ai besoin d'aller au petit coin. Et là, on va aux toilettes et on prend sa respiration, on fait ce qu'on veut, n'importe quoi qui nous permet de gérer nous-mêmes, avec nous-mêmes, notre sentiment d'oppression plutôt que déclencher une 3e guerre mondiale. Donc ça, pour ceux qui ont lu mon article sur les micro-agressions à Paris, c'est le petit clin d'œil avec comment j'arrive à gérer les micro-agressions en allant aux toilettes. Et enfin, donc dernier point très 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 important qui rejoint le premier, là, qui ferme la boucle pour faire un cercle vertueux, changer le cercle vicieux en cercle vertueux. On se recentre sur soi-même, on gère son sentiment d'oppression et on analyse ses propres opportunités d'amélioration, pas la responsabilité ou la faute de l'autre. On ne se dit pas c'est de sa faute, moi j'ai rien à y faire. À un moment, il faut certes prendre le temps de se dire je suis énervé, il m'a fait ça. Mais dans cette analyse et dans le temps qu'on prend, il faut avoir aussi pour stratégie, de se dire à un moment, il va falloir que je regarde ce que moi, je peux faire de mieux. La raison pour laquelle moi, ça me fait me sentir mal, est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie? Et dans ce cas-là, je prends la responsabilité de ne plus m'y exposer. Ou est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre et que je n'ai pas envie d'apprendre et que je préfère être têtue? Là, dans ce cas-là, c'est à moi de me demander, est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui est têtu, qui reste sur ses positions par fierté et par oppression? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui veut avancer et apprendre? Et là, c'est une occasion d'apprendre. Donc, cette réflexion, elle est très importante parce qu'au final, la seule personne qu'on peut réellement changer, c'est soi-même. Et si on veut vraiment créer un changement, quel qu'il soit, que ce soit dans le monde, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans une relation avec qui que ce soit, quel que soit le changement qu'on veut commencer, eh ben, comme le dit Michael Jackson, ça commence avec le mec dans le miroir. I'm starting with the man in the mirror. Vous avez le lien vers la chanson. Voilà. Donc, vraiment, je me ressens sur moi-même. Pourquoi ça m'a fait mal? Est-ce que c'était un mal-être d'amélioration? Dans le cas là, je vais prendre l'opportunité et m'améliorer. Est-ce que c'était un mal-être d'oppression pure? Dans ce cas-là, je ne m'expose plus à ça. Et c'est ma responsabilité de ne plus m'y exposer.
Je m'attends pas à ce que l'autre arrête de m'oppresser. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que ça a marché pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà été dans ce genre de site? Est-ce que vous avez ressenti ces choses-là? Qu'est-ce que vous pensez de la solution pour briser le cercle vicieux? Est-ce que vous avez d'autres solutions qui marchent bien pour vous? Moi, celle-là, elle marche bien pour moi. Mais Honesty, c'est pas que Adriana. Moi, là, je parle de Honesty by Adriana, Honesty par Adriana. Mais Honesty, l'objectif, c'est de créer des outils de coaching efficaces pour un maximum de gens. Et en fait, l'avis de chaque utilisateur contribue à ça. Donc, qu'est-ce que vous y pensez? Et si vous voulez découvrir un peu les outils de coaching Honesty, cliquez sur le lien de la phrase « Créer des outils de coaching efficaces ». Merci beaucoup et à très vite. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié ce post, si vous appréciez la démarche, vraiment n'hésitez pas à nous soutenir. Comme je dis souvent, c'est important d'être conscient de son pouvoir marketing. C'est malheureux, mais c'est bien ça. Tout ce qu'on porte sur nous avec une grande marque, tout ce qu'on échange sur Facebook, les choses qu'on suit, les choses auxquelles on s'expose pour revenir à l'oppression, sont des choses auxquelles on donne beaucoup de pouvoir et de valeur. Donc si vous aimez Honesty, participez à son développement, tout simplement en suivant la page Facebook ou en partageant le lien vers la page de don d'Honesty. Merci beaucoup, donnez votre avis et à bientôt.